Entendons-nous. La vie, scientifiquement, ne pense pas en dehors de l'homme, sauf avec son autorisation religieuse ou par dérogation, à titre purement littéraire. Si vous avez l'air de suggérer qu'à toutes les inventions de la vie, il doit bien y avoir une finalité, vous êtes finaliste, c'est-à-dire scientifiquement éliminé. Si, simplement, vous vous posez la question, vous êtes demi-finaliste. Vous avez encore une chance. Et si, carrément, vous dites que la vie a un but, coup de sifflet, hors-jeu scientifique. C'est donc, sans penser à rien de particulier, que la vie a inventé ce que nous allons vous raconter dans les 13 épisodes de cette série. Vous y applaudirez l'ancêtre des insectes volants et la canne télescopique végétale, inventée à l'ère secondaire. Vous assisterez en coulisses à l'entraînement des grenouilles sauteuses. Et vous frémirez à l'idée d'être un poisson face à la tortue aspirateur. Vous assisterez en 4 minutes à un meurtre végétal qui a duré 6 mois. Nous vous présenterons des lucioles entôleuses, des orchidées arnaqueuses et des champignons à faire dresser les cheveux sur la tête. Vous applaudirez dans ces exercices le champion des surdoués mots. Exceptionnellement, les personnes divorcées seront autorisées à zapper devant cet animal unique parce qu'il est double et que la vie, sous peine de mort, lui interdit non seulement le célibat, mais pire encore, l'adultère. Et pour la première fois, depuis l'intérieur d'un foie, dans le courant d'une veine, vous aurez celle unique d'assister à une interview exclusive du grand patron de la Confédération mondiale des parasites sanguins. Et aux enfants des écoles, autant qu'aux écolos, nous recommandons par avance de suivre jusqu'à la fin l'épisode où il y aura la course contre la mort du lapin à travers les champs. Un autre jour, vous apprendrez pourquoi l'éléphant est condamné à ne jamais sauter comme une puce. Et vous assisterez au tir de l'arme biologique la plus sophistiquée du monde. Ne manquez surtout pas le fossile vivant, équipé depuis 500 millions d'années de 3 vitesses et de la marche arrière. Vous verrez fonctionner l'apport, merci, des pièges diaboliques. Vous verrez comment les scarabées font du karaté. Et comment un ver minuscule a piraté le cerveau d'une fourmi. Et pourquoi un homme avait déclaré la guerre aux pâquerettes. À 2500 images par seconde, vous verrez le papillon qui fait des loopings. Et en vitesse réelle, vous verrez la danse de la mauvaise herbe exilée de la terre. Tout cela, mesdames et messieurs, et bien d'autres merveilles en 13 épisodes de 26 minutes. Un tout petit aperçu de ce qui, depuis 1,5 milliard d'années, a été inventé par la vie. La vie dont les scientifiques nous disent aujourd'hui que si on lui demandait « À quoi penses-tu ?», elle répondrait « À rien ». Jusqu'au siècle dernier, dans les vieilles maisons d'Europe, on craignait un esprit frappeur. On ne savait d'où venait cette force de frappe.
Ça pouvait venir d'une bibliothèque, d'une chambre inoccupée, de l'intérieur d'un coffre. On l'appelait l'horloge de la mort. On fut très étonné quand les entomologistes découvrirent que cette horloge de la mort sonnait l'heure de l'amour. Pour qui? Pour un vulgaire pou d'1 millimètre de long. Ce pou de l'épouvante fut appelé Trogium pulsatorium, le pou frappeur. C'est sa femelle qui frappe. Quand elle veut attirer son époux, elle tambourine grâce à un marteau en forme de bouton, un bouton d'appel. Elle frappe sur tout ce qui peut, en résonnant, amplifier le bruit. Un papier peint décollé, le tissu d'une vieille malle. Surtout, s'il s'y trouve de vieux vêtements humides, des chemises amidonnées par exemple. Car le pou frappeur est un psoque, de l'ordre des psocoptères, du grec psokein, ronger. Il ronge dans les vieilles maisons tout ce qui sent le moisi. Aussi aurait-il pu craindre à l'arrivée du béton d'être frappé à son tour par la crise. Plus de greniers, plus de vieilleries. Heureusement, les promoteurs livrent souvent les appartements trop vite, quand le béton est encore frais. Grâce à quoi, le pou frappeur a pu se reconvertir dans la moquette humide. C'est un expert auprès des tribunaux, indicateur de béton pas sec. Quant à sa femelle, dans cette vie moderne où c'est un peu tout le monde que la libération du sexe a rendu marteau, elle continue à raisonner comme elle peut. Et le voici, le marteau sexuel, en image réelle, à l'arrière de l'abdomen d'une femelle, devenue elle-même, dans la mort, comme un fantôme de pou frappeur. Après le pou frappeur, la tortue frappeuse. À la différence que cette fois, c'est le mâle qui cogne, et sur la femelle, quand il se sent d'humeur amoureuse, c'est-à-dire sans arrêt. Il ne pense qu'à ça, au point de vouloir honorer tout ce qui, tant soit peu, ressemble à une tortue, pourvu que ça brille un peu et que ça n'avance pas trop vite. Cette ardeur du mâle de la tortue terrestre, toujours prête à la chose, a fait de lui, en Extrême-Orient, le symbole de la puissance de l'amour et d'une joie de vivre intense. En un mot, le symbole de la vie. Avec le sexe des fleurs, ce n'est pas si simple. Par exemple, le souci, Calendula officinalis. Une plante comme le souci, pour la vie, c'est un problème. C'est une fleur de la famille des composés. C'est dire que ce que nous voyons n'est pas une fleur, mais un capitule, comme on dit. Un tapis de petites fleurs dont chacune a les deux sexes. Et la seule utilité du sexe étant de diversifier les capitaux génétiques, la vie doit se débrouiller pour que ces petites fleurs d'un même pied ne soient pas fécondées entre elles par les insectes. Seule solution, faire en sorte que les fleurs soient d'abord mâles, en sortant du pollen uniquement, puis femelles, ou inversement. Oui, d'accord. 20 000 fleurs de la famille des composés. Et la discipline est plus ou moins respectée. À surveiller, ce n'est plus du souci, c'est du tintouin. Pourtant, la vie insiste avec le sexe. Prenons l'opinion de la rue.
la rue, R-U-E, Ruta graveolens, comme gravide, parce qu'on l'a donnée jadis pour faire avorter les femmes. La rue, si on lui demandait son opinion sur le sexe, dirait « Voyez, parce que la vie a fait de moi une hermaphrodite, ce que je suis obligé de faire. D'abord, je suis mâle. Je sors mes étamines avec mon pollen. Jamais toutes en même temps. Celle qui est dans l'air a des chances d'imprégner un insecte de mon pollen. Mais le pollen, c'est comme les yaourts. Il y a une date limite. Au bout de l'étamine et d'1 ou 2 jours, on le voit flétri. En sortant mes étamines une par une, d'un jour sur l'autre, j'augmente les chances de voir mon pollen emporté par un insecte. Après, seulement, au centre des étamines flétries, je sors mon organe femelle avec du nectar pour attirer un autre insecte et recevoir le pollen de la rue d'à côté. Alors et moi, dirait la balsamine, de quoi ai-je l'air? D'une racoleuse. La vie a mis un temps fou, plusieurs millions d'années, à me faire coévoluer en même temps que le bourdon, jusqu'à ce que son abdomen et ma corolle soient ajustables, de sorte qu'en me pénétrant, il se frotte le dos contre mon balai à pollen. Vous le voyez sortir en accéléré, mon organe mâle, en haut de ma corolle? Attention, le lendemain, poussant sous lui, mon organe femelle va l'éjecter. Ôte-toi de là. Le bourdon ne peut de la sorte que prendre du pollen quand je suis mâle et quand je suis femelle, m'en apporter. Alors, dirait la balsamine, sachez d'abord que je représente la majorité silencieuse et, j'oserais dire, la fleur profonde. Le syndicat des plantes hermaphrodites, c'est 80% du monde végétal. Et la vie, que fait-elle avec nous? D'une part, elle organise la promiscuité des sexes et, d'autre part, elle fait tout pour la contrarier. Et pour les animaux, c'est l'inverse. La vie a séparé les sexes et fait tout pour les rassembler. Voyez donc ce qu'est obligé de faire cet acarien primitif qui vit dans les Pyrénées, dans les fentes des rochers. D'abord, la vie l'a rendu aussi obtus que le mâle de tortue. Il essaie de s'accoupler même avec des autres mâles. Et s'il trouve une femelle, il faut d'abord qu'il la soulève, au sens propre, et qu'il la tienne ainsi, tête bêche, parfois pendant 1 heure. Ensuite, il faut qu'il lui fasse des prises de judo, de manière à la coincer sur son dos, le derrière en arrière. Après quoi, sans la lâcher, il doit chercher un bon endroit pour déposer son sperme sur le rocher, sous la forme d'une petite colonne, avec le sperme en haut. Enfin, il faut qu'il empale sa femelle sur ce spermatophore, comme on l'appelle, et qu'il la tienne ainsi pendant une 20aine de minutes. Et ce n'est pas tout. Il faut enfin qu'il ne la laisse pas planter ainsi, qu'il la libère, en cassant le pied du spermatophore. Tout cela sur des parois de rochers abrupts, au milieu de la foule des autres. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des bavures? Voici un mâle, par exemple, qui a mis sa femelle à l'envers. Aucune chance pour la malheureuse de se faire empaler. Quant à celui-ci, dérangé par un autre mâle, il oublie tout simplement de casser le pied du spermatophore. Sa femelle mourra empalée. L'amour des acariens, les sévices de l'exploit. Mais voilà que la vie, ne sachant manifestement plus à quel sexe se vouer,
refait avec certains animaux le coup de l'hermaphrodisme. Avez-vous déjà vu les amours des limaces? Difficile. Elles se donnent rendez-vous la nuit, sur l'écorce d'une branche. Là, elles se préparent un lit nuptial fait d'un mucus à la fois glissant, gluant, élastique et résistant. À partir du lit, elles en étirent un cordon. Le long de ce cordon, elles se laissent glisser en s'entortillant. Et c'est ainsi, enlacée, suspendue, qu'elle se féconde. Comment? Avec les organes reproducteurs que la vie leur a installés de chaque côté de la tête, là où l'on s'attendrait à trouver leurs oreilles. Elles se fécondent mutuellement. Elles sont hermaphrodites, comme la plupart des fleurs. Dans le monde végétal, ce serait deux balsamines, par exemple, en train d'échanger leur pollen. Quand les limaces ont terminé, elles remontent le long du cordon muqueux jusqu'à la branche, et l'une d'elles coupe le cordon d'amour, qui tombe sur le sol. Alors, enceintes l'une de l'autre, ayant échangé leur jeu de cartes génétiques, elles se séparent. Mais voici où l'on comprend encore moins. Nous sommes dans le midi de la France. Ces hommes sont des chercheurs de l'université de Montpellier. Grâce à des impulsions électriques, ils engourdissent des poissons pour quelques minutes. Le temps de recueillir sur leurs ouïes l'animal qui met sur le sexe tout le monde d'accord. Et dont voici l'histoire. Cela commence dans la rivière par un œuf minuscule, muni d'un filament pour s'accrocher aux plantes aquatiques, ne pas être entraîné par le courant. Il s'ouvre et libère un bébé, équipé de poils pour nager et de 2 crochets. Un poisson arrive, aspirant de l'eau, hop, le bébé est aspiré avec. Ses crochets lui servent alors à s'agripper aux branchies du poisson, pleines de sang. C'est un bébé vampire. Le voilà qui grandit, en même temps que d'autres, qui deviennent des vers, apparemment tous semblables, mais munis de boutons pression. Et voilà que 2 de ces vers se rencontrent et font s'emboîter ces boutons, en se tortillant de telle façon que le bouton mâle de l'un entre dans le bouton femelle de l'autre, et vice-versa. Ce n'est pas tout. Chacun des vers, à l'une de ses extrémités, est équipé d'une griffe qui s'adapte exactement à celle de l'autre. Quand les 2 vers, désormais unis, les rapprochent pour les refermer sur les branchies du poisson, afin de résister au courant d'eau qui les traverse, chaque fois que le poisson en aspire. Et voilà nos 2 vers ne formant plus qu'un. Désormais soudés, devenus ce que la science a nommé un diplozoon, en grec, un animal double. Et comme chacun des 2 animaux, avant d'être unis à l'autre, était muni des 2 sexes, une fois devenu un animal double, ils se fécondent mutuellement. Et pas comme les limaces, qui se disent après l'amour « Au revoir, messieurs, dames ». Eux ne se séparent
plus jamais. D'ailleurs, c'est ça ou rien. Ceux qui ne trouvent pas de partenaire meurent sans se reproduire. Réussi par un ver amoureux de quelques millimètres de l'eau, le rêve romantique. Toi et moi, jusqu'à la mort. Adultère interdit par bouton pression. En somme, la vie passe son temps à rassembler les sexes sur des fleurs, pour les séparer, à les séparer chez les animaux, pour les rassembler. Comme ce mâle d'une tarentule brésilienne, qui en est encore, comme les acariens, ses cousins, à la technique du spermatophore. Il commence par déposer son sperme en haut d'une petite colonne. Voilà, c'est fait. À présent, il entame une véritable danse pour convaincre sa femelle de s'avancer au-dessus du sperme afin de le recueillir elle-même. Et tout cela, nous dit-on, c'est la même chose. C'est favoriser l'échange des cellules sexuelles, afin, perpétuellement, de battre les cartes des jeux de chromosomes et favoriser la diversité des individus. De sorte qu'il y en aura toujours quelques-uns qui trouveront une réponse aux variations de l'environnement. Comme si la vie, sachant que de toute manière, elle sait où elle va, admettons, s'amusait entre-temps à essayer tous les coups. Imaginez, elle aurait très bien pu nous faire ce coup-là.